Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans l'immédiat, le nom de l'ancien ministre de l'Intérieur, Aklaï Soboko, revient de plus en plus. Fleura-t-il réellement le sol de Lomé le 28 mars prochain, comme annoncé? En parlant de sol, celui de Lomé a énormément reçu de l'eau dans ses quartiers. La nouvelle saison des pluies qui pointe son nez envoie orages, tonnerres et éclairs. Les bilans sont inquiétants, des morts mais aussi des inondations. D'où cette question: le PND serait-il un bouclier suffisant contre les affres du climat, ou le PND sera-t-il un bouclier suffisant contre les affres du climat? Pour le ministre Gilbert Bahara, qui a préféré tweeter, le chef de l'État est déterminé à lui garantir les chances de succès. C'est le tout nouveau membre élu à la CENI, Jean-Claude Omao de l'Union des forces de changement, qui est notre invité du jour. Vos questions au 70 43 09 70 et 96 50 34 37. Le technicien du jour est Romaric Freitas. Jean-Claude Omao, bonjour. Bonjour, Pyramide FM, mon cher ami Athiobé. C'est la première fois que j'arrive dans ce studio. Je ne sais pas si l'UFC que je représente ici et pour lequel l'émission est faite est boudée par cette station, mais je ne veux pas le croire. C'est une station nationale où l'UFC viendra s'exprimer très souvent. Nous avons eu déjà par le passé ici Isaac Thiapé, nous avons également eu Dr Gada Foli. Je suppose que l'Union des forces de changement n'est pas boudée. Tous les courants politiques au Togo, c'est pourquoi d'habitude au D12, tout le monde a sa place. C'est ce que je pense, parce que vous avez un très beau studio. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si vous aimez le football. J'adore le football. Je peux regarder un match de football 365 jours sur 365 sans me fatiguer. Quelle est votre équipe favorite? Mon équipe favorite, c'est Barcelone. Vous avez le Barcelone. Ouais. Moi, je suis le pendant de Barcelone. Je suis le Real de Madrid. Voilà, c'est pourquoi les deux équipes-là, ce sont les meilleures du monde. Je demandais si vous aimez le football, parce que l'actualité aujourd'hui, c'est aussi le football, puisque le Togo joue dans quelques heures du côté de Cotonou, la dernière journée des éliminatoires de la CAN. Si le Togo gagne, le Togo va se qualifier pour la prochaine CAN, dont la phase finale va avoir lieu en Égypte. Que dites-vous de cette rencontre qui va se jouer à Cotonou? On nous signale que le stade de Cotonou est en train de se remplir petit à petit. Ben, je suis heureux qu'il y ait cette rencontre entre deux pays frères, et le football, le sport, est destiné à raffermir les relations entre les nations. Mais chaque fois qu'on parle maintenant du football togolais, je suis très triste. Un adepte des stades togolais par le passé, aujourd'hui, je le dis comme je le pense, je ne suis pas intéressé de voir, parce que les déceptions dans ce domaine-là me tranchent le cœur. Le Togo, qui était leader au temps de la Coupe d'AOF, au temps d'autres, quand le Togo se déplaçait, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone tremblait. Aujourd'hui, rien n'est fait pour le football. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Moi, je ne sais pas si ce match qui va se faire, pour lequel, naturellement, en tant que Togolais, je souhaite bon vent à nos footballeurs qui se débrouillent, mais quand ils vont en mission, qu'on les abandonne dans les aéroports, enfin, une désorganisation totale. Et moi, je plains nos footballeurs, et c'est pour ça que ceux qui jouent en Europe, j'ai peur pour eux, parce que s'ils viennent, s'ils ont un bobo et autres, ben c'est fini, ils ont perdu leur carrière. Mon grand admiré Adebayor, parfois quand il refuse de jouer, je suis parfaitement d'accord avec lui, parce que je ne sais pas ce que le Togo lui paye, mais si jamais il arrive à perdre son pied,
Mais dis Non, donc, en fait, c'est ce qu'on ne peut pas c'est souhaiter. fini. Aujourd'hui, c'est quand même une journée spéciale pour notre pays. Vous avez Absolument. dit que vous avez Tous mes voeux les accompagnent. vous avez constaté quand même un certain désamour un peu du côté du public togolais. C'est vrai qu'au match aller à Lomé, il n'y a pas eu les mêmes foules dans les rues, les mêmes tantièmes comme on l'a constaté depuis quelques jours du côté de Cotonou. Mais comment remobiliser ce qui se faisait de mieux au Togo, notamment tout cet amour que les Togolais avaient pour l'équipe nationale? Je ne suis pas un spécialiste du football, mais tout le monde vous dira que un pays où il n'y a pas de fédération, les matchs entre clubs, etc., pour qu'il y ait des émulations de joueurs qui vont après constituer l'équipe nationale, l'équipe nationale, on va prendre des joueurs qui sont formés à grands frais par d'autres gestionnaires et on s'en sert. Au niveau des compétitions de football au Togo, qu'est-ce qui se fait? J'avais pensé que le fait d'avoir mis un militaire, donc un homme de discipline, un homme d'ordre, les choses iraient mieux, mais vraiment, il n'y a même pas de compétition locale au Togo. Mais ce qu'il y a, c'est quand même, c'est votre appréciation. Il y a un championnat qui se joue, les compétitions ont lieu normalement, même si... oui, ça vient de commencer. Même si les résultats que vous attendiez ne sont pas forcément au bout. Certains imputent cet état de fait à ce qu'on appelle ici l'impunité. On se réfère à la disparition ou du moins oui, à cette histoire des 600 millions de francs CFA après la participation du Togo à la CAN. Est-ce que c'est pas ça aussi qui démotive un peu mais bien sûr. D'abord, il ne faut pas que 600 millions empêchent le football de se faire. Le football dans un pays dépasse 600 millions. Mais lorsque les joueurs s'aperçoivent qu'il manque de tout, il n'y a même pas de stade. Bon, tout récemment, on est en train de remettre en état notre stade de Kégué, merci. Nous avons notre stade municipal qui aurait pu être transformé en grand stade depuis fort longtemps. Rien. Les ministères de sport, moi je me demande à quoi ça sert. Quels sont les projets, les fédérations, à quoi ça sert, quels sont les projets. Donc, pour répondre à votre question, je veux voir pourquoi. Quand on évoque l'impunité, certains estiment que justement le fait de ne pas décourager ceux qui s'attellent ou s'adonnent à ce genre de pratiques, cela encourage la récidive. Et dans le cas togolais, comment mettre fin à cette récidive? Il faut punir. Lorsque, ce fameux match que les Togolais sont allés jouer, je ne sais pas où, à l'insu total du pays et à l'insu total de la fédération, comment pouvez-vous imaginer un tel... C'est une vieille histoire. Non. Il faut commencer à résoudre le problème des vieilles histoires. Mais comment justement résoudre C'est à la vieille corde qu'on rattache la nouvelle. Si on continue dans le même sens que la vieille corde, on ne peut rien obtenir de bon. On constate cette impunité au-delà du sport, c'est quelque chose... Mais ça c'est vrai, avec tout le respect que je dois aux autorités au plus haut sommet, et surtout celles qui sont destinées à s'occuper de notre sport, vraiment, alors là, je crois que on doit leur adresser des lettres des demandes d'explication. Le phénomène n'est pas constaté qu'au football ou dans le sport. Le phénomène est également constaté au-delà du sport à d'autres secteurs. Oui, vous voulez parler de ces fameuses routes pour qui le financement a été fait. Je veux croire et je crois qu'un nouveau esprit, maintenant on va s'occuper, au lieu de s'occuper plus de politique, avec l'apaisement, le changement qu'il y a, on va parler de façon civilisée des affaires politiques et économiques au sein de l'Assemblée. Et la politique au Togo ne sera plus de la boxe. On ne se mettra plus en posture de boxe, ce qui nous prend beaucoup de temps. Les Togolais, au lieu de s'occuper d'économie et autres, s'occupent plus de politique.
Vous-même de la presse, c'est ce que vous nous servez matin, midi, soir. Maintenant, vous allez aborder des sujets économiques. Bon, il y a espoir que beaucoup de choses changent et que l'impunité, une solution soit apportée à l'impunité. L'impunité, c'est un sujet que dénonce d'habitude le chef de l'État. Il l'a fait très souvent lorsqu'il s'adresse aux Togolais lors de la célébration de la fête du 27 avril. Bientôt le 27 avril, et on espère que le chef de l'État va de nouveau s'exprimer. Qu'est-ce que vous lui conseillez au chef de l'État? Puisqu'il a l'habitude de dénoncer ce phénomène. Oui, vous savez, au niveau d'un gouvernement, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas. Bon, je veux bien croire qu'au niveau de tout gouvernement, les mesures, les sanctions ne sont pas criées sur tous les toits. Il y a des décisions qui sont prises. Je vais vous donner un exemple. J'étais en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il apprend que vous avez détourné de l'argent, il vous fait venir et vous demande, est-ce que vous avez votre chéquier? Vous dites oui, amenez votre chéquier. Le montant que vous avez détourné, il vous fait faire un chèque pour l'État et vous payez. Enfin, c'est une façon de rigoler, mais il y a 1000 manières de sanctionner et nous ne pouvons pas dire s'il y a eu sanction ou pas. Peut-être c'est parce que nous ne voyons pas le procureur de la République se saisir de cette affaire ou bien le tribunal s'en saisir que nous pensons que rien n'est fait. Mais ce serait dommage que rien ne soit fait et c'est un cri de cœur de tous les Togolais que vraiment cette histoire d'impunité, que le président de la République trouve un moyen de mettre fin à cela. Parmi les Boigniens, vous venez de décrire une pratique en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous lui conseillez? Mais pourquoi pas? Si les ministres peuvent rembourser en même temps et puis ils perdent leur poste, parce qu'on n'a pas besoin de mettre des voleurs dans un gouvernement. Alors quelqu'un qui se montre peu respectueux du patrimoine de l'État, il faut tout de suite le mettre de côté. Vous avez été élu cette semaine membre de la CENI. C'est une institution que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, c'est une institution que je connais. Combien de fois déjà vous êtes passé par cette institution? Je rentre dans la 10e année au sein de cette institution. Vous avez été forcé à quitter récemment, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que personnellement, pour vous, c'est une revanche? Non, pour tout vous dire, et je crois que c'est la première fois que je m'exprime là-dessus, et j'ai été déçu, surpris que le gouvernement togolais ou bien les autorités togolaises ont demandé que ce qui s'est passé se passe. Je vais vous expliquer. L'individu que vous voyez installé à la CENI, il ne tombe pas du ciel pour y être. Il passe par plusieurs étapes. Et ce sont des étapes soutenues par les institutions, les principales institutions de l'État. Qu'est-ce à dire? D'abord, c'est l'exécutif qui décide que, je ne vais pas dire que la CENI soit en place, que de nouveaux membres viennent à la CENI. Chaque fois qu'il y a des élections législatives, de nouveaux membres arrivent et il y a une CENI qui se met en place parce que la CENI est composée de 17 membres et 10 membres doivent venir des pays, des partis ayant des hommes au Parlement. Donc, pour qu'il y ait une CENI, il faut qu'il y ait eu de nouveaux membres, parce que le terme nouvelle CENI ne me plaît pas trop. La CENI, elle est permanente, elle demeure, mais le renouvellement des membres se fait tous les 5 ans. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un Parlement qui se met en place. Alors, dans le cas que nous citons, première institution, l'exécutif qui décide que on doit changer de membre. Deuxième institution qui fait appel à tous les partis politiques ayant des représentants à l'Assemblée nationale d'envoyer leurs candidats.
Et c'est la troisième solution, il y a ce qu'on appelle les extra-parlementaires et la société civile. Alors que les 5 premiers membres de la majorité parlementaire et les 5 de l'opposition sont envoyés par leur parti politique, membres de l'Assemblée, les extra-parlementaires, comme le terme le dit, il s'agit de partis n'étant pas représentés au Parlement. Et puis, la société civile. Donc, c'est tout ça qui forme les 17 membres. Concernant les extra-parlementaires, c'est un appel à candidature pour prendre 3 partis extra-parlementaires. Donc, vous pouvez avoir une cinquantaine de partis, surtout que nous avons 116 partis politiques de l'opposition. Donc, vous pouvez avoir les 116 qui présentent des candidats. Et c'est l'Assemblée nationale qui, au cours d'une élection, en choisit 3. Il en va de même pour la société civile. C'est un appel à candidature. Il peut y avoir une cinquantaine de sociétés civiles qui répondent à tous les critères, qui présentent les candidatures, et c'est l'Assemblée nationale qui, parmi les 50 sociétés civiles, en choisit 3. Donc, 5 plus 5, ça fait 10, plus 3 extra-parlementaires, 3 sociétés civiles, ça fait 16, et l'administration complète, et nous sommes 17 membres à la CENI. Vous avez profité pour nous rappeler le processus qui permet de composer la CENI. Oui. Mais ma question, elle était quand même précise. Il n'y a pas très longtemps, durant le temps fort de la crise, l'Union des forces de changement était forcée de retirer son membre au niveau de la CENI. Oui. Ma question, c'est aussi ça. Votre retour aujourd'hui... Oui, je voudrais dire que pour moi, et ça me regarde, c'était un non-sens. C'est un non-sens parce que le membre UFC en question n'est pas tombé du ciel au sein de la CENI. Il a suivi cette procédure. Donc, il est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle. Et c'est quand la Cour constitutionnelle, après avoir examiné votre dossier, trouvé qu'elle est conforme, avec la formule sacramentelle, maintenant, vous êtes appelé à rejoindre votre poste à la CENI, vous êtes renvoyé dans l'exercice de vos fonctions. C'est à ce moment que vous devenez membre de la CENI. Alors, imaginez-vous que 3 institutions de l'État, donc la Constitution togolaise, qui adoube tout cela, et que des gens sont dans la rue et demandent à la Constitution togolaise, et surpassent la Constitution togolaise pour dire sortez-nous tel de la CENI. Sortez-nous tel de la CENI. Mais c'est un non-sens. Excusez de peu. C'est un non-sens. C'est une situation que vous avez très mal vécue, n'est-ce pas? Ben, en militant respectueux et discipliné, bon, le président Jékry Solinpio, qui était également surpris par cet état de fait, qu'on vient de lui demander de faire sortir son membre. Mais, comme on dit que c'est pour la paix dans le pays, bon, nous sommes le premier parti du dialogue, la preuve, l'accord répété. Nous en parlerons si nous avons le temps. Donc, chaque fois qu'il y a possibilité de contribuer à la paix au Togo, Jékry Solinpio et l'UFC font de leur mieux, et c'est ce que nous avons fait. Il y a autour de cette institution ce grand débat sur son indépendance. Enfin, en réalité, la Commission électorale nationale indépendante devait être une structure indépendante des courants et des tendances politiques. Mais force est de constater que l'histoire politique de notre pays, avec tous les remous qu'on connaît, cette histoire-là est liée aussi aux difficultés qu'on constate au niveau de la CENI. Comment arriver à rompre cette difficulté qui est inhérente à tous les processus politiques dans notre pays, notamment au processus électoral? Aucun processus n'est parfait en soi. Mais je retorque tout de suite pour dire que au niveau de la CENI du Togo, que je connais depuis 9 ans, il n'y a aucun problème. Je m'explique. Et à la CENI, les commissaires
sont amenés à appliquer une loi électorale où tout est précisé. Et c'est des techniciens qui viennent travailler. Et d'ailleurs, nous-mêmes qui sommes arrivés comme des civils et autres, nous sommes devenus des techniciens électoraux. Qu'est-ce à dire? Ben, je prends une élection, l'élection présidentielle. Mais de la façon dont le processus doit se dérouler, tout est déjà dans le code. Il suffit de l'appliquer. Et je vous surprendrai pour dire que presque toutes les décisions prises à la CENI, et malgré que nous soyons de provenance politique, sont prises au consensus, par consensus. Je ne vois aucun parti politique ayant un membre à la CENI et que ce membre-là vienne imposer quoi que ce soit aux autres membres. Impossible. Maintenant, il s'agit des hommes. Les tentatives de tricherie, de fourberie, de fraude ne manqueront jamais. Mais j'aime autant dire que, à partir du moment où, que ça soit au niveau des CELI, c'est-à-dire les démembrements de la CENI, les CELI, ce sont nos ambassadeurs dans les préfectures. Que ça soit au niveau de ce que nous appelons CLC, Comité Liste et Cartes, qui délivre les cartes d'électeurs. Là également, on en parlera, il peut y avoir des problèmes, puisque c'est des hommes qui sont là. Et pour terminer, au niveau des bureaux de vote. Au niveau des bureaux de vote aussi, comme c'est des hommes qui sont là, il peut y avoir des problèmes. Est-ce que finalement, c'est pas trop facile de dire que c'est des hommes? Puisque si c'est seulement des hommes, la question de l'indépendance que j'évoquais tantôt, cette question demeure. Parce non, que mais dans d'autres pays, on a des techniciens. Bon, est-ce qu'il y a une indépendance totale? Demandez-moi si le Togo, en tant qu'entité, est membre des Nations Unies, membre de ceci, membre de cela, est entièrement indépendant. On est toujours dépendant de quelque chose. À partir du moment où le financement même des élections provient de l'État togolais, avant, il y avait les bailleurs de fonds qui nous aidaient, mais les bailleurs de fonds aussi faisaient que nous étions dépendants d'eux. Et le Togo s'est dit, bon, une élection togolaise, c'est une affaire des Togolais, bon, on va se saigner fort pour que du début jusqu'à la fin, le financement soit entièrement togolais. Vous dites que c'est des hommes, mais au Ghana également, ceux qui animent la CENI, ce sont des hommes. Mais on n'a pas les mêmes problèmes. Quel problème? Est-ce que la question de probité, par exemple? La probité existe. La probité existe. Bon, je ne sais pas comment les Ghanéens sont nés et fabriqués pour qu'on puisse dire qu'ils soient plus propres, plus sains qu'un Togolais. Nous avons la même fibre ethnique, de sang, etc. Qu'est-ce qui fait? Bon, c'est une éducation, c'est une mentalité, c'est tout. Et comme on dit chez nous, ce n'est pas parce que quelqu'un a la tête rouge qu'on va dire que tous les gens de ce quartier-là sont des gens qui ont la tête rouge. Est-ce qu'on peut retenir au final de ce que vous êtes en train de dire que vous ne subissez pas d'influence venant de vos partis politiques? Mais nos partis politiques ne peuvent nous donner aucun ordre. Maintenant, c'est vrai que y a parfois des choix à faire sur certaines décisions et... Des choix personnels? Non, des choix politiques où votre parti politique demande, sur tel aspect, demandez un peu plus d'explications, soyez plus vigilants. Je donne un exemple. Par exemple, il fut un temps, certains partis politiques sont venus, et par exemple, l'encre indélébile, ils voulaient savoir la composition chimique, etc. Bon, enfin,
disons qu'il ne faut pas exagérer. Le laboratoire auquel c'est confié est connu de tout le monde. Je vais vous dire une chose pour clôturer tout cela. En même temps, moi c'est mon avis, que il y ait les membres de la CENI, soit de provenance diverses politiques, parce que cette histoire de CENI technique, je n'y crois pas du tout. Je ne vois pas quel est le Togolais qui va arriver à la CENI et qui sera estampillé technicien. Il suffit qu'il donne la main à un autre représentant à la CENI qui soit d'un autre parti, qu'on dise que, ou bien que vous saluez le ministre en charge des élections, d'accompagner l'UFC, d'accompagner la CENI, pour qu'on vous dise que vous êtes de tendance telle ou vous êtes de tendance autre. Non, le problème, c'est les hommes qui sont envoyés par les partis politiques. Je vous donne un exemple très simple et puis on va en rester là. Souvent, au niveau des bureaux de vote, les membres des bureaux de vote, vous avez parfois jusqu'à 20 000 personnes à mettre dans les bureaux de vote. Mais où les trouver? Vous les prenez un peu partout. Nous avons des membres du bureau de vote qui ne savent même pas signer. Ils ne savent même pas écrire. Ils ne savent même pas faire des... Mais comment est-ce qu'ils ont été recrutés? Ils ont été envoyés par leur parti politique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi, de plus en plus, nous demandons dans nos rapports qu'on exige un minimum de niveau aux membres des bureaux politiques, parce que des bureaux de vote, parce que, bon, vous devez envoyer des gens, bon, peut-être pour les indemnités de 2000 francs ou 3000 francs qui vont être donnés, bon, chacun va aller chercher son frère, sa soeur, son petit cousin, qui n'en a rien à foutre des élections, de la correction des élections, peut-être même il sera absent du bureau de vote. Bon, tout peut se passer. Ce qui se passe parfois et auquel nous devons veiller, c'est l'achat de conscience, les offres, les cadeaux par-ci, par-là, avant les élections. Heureusement, j'ai vu au Sénégal la dernière fois que chaque candidat avait son bulletin. Mais nous avons dépassé cette forme de choses. Ça, c'est la haute tricherie. Parce que c'est pas toujours sûr c'est pas les bulletins uniques. Hein? Non, c'est pas les bulletins uniques. Au Sénégal. Au Sénégal. Mais moi, la tricherie va être très forte. Au Togo, on avait la même forme. Et pour les cartes d'électeurs, au Togo, séance tenante, vous avez votre carte d'électeur. Mais avant, on dit la carte est à Baguida. Vous arrivez à Baguida, on vous dit que c'est à Kodjo-Viakopé. Et vous faites la balade. Et moi, j'ai vu ça au Mali. Au Mali, j'ai été superviser les élections. Et le dimanche, le jour du vote, je vois des gens dans une salle en train de chercher dans des cartons quelque chose. Je demande, mais qu'est-ce que ces gens-là? On me dit qu'ils sont en train de chercher leur carte d'électeur. Mais il y en a qui ne l'ont jamais trouvée. Et ça se passe ici au Bénin. Ça s'est passé au Sénégal. Mais au Togo, non. Le jour des élections, tout le monde a sa carte. Vous venez, vous regardez sur la liste électorale, surtout que maintenant, sur la liste électorale, il y a les photos. Vous vous retrouvez très facilement. Là, vous êtes en train de citer le Togo comme un exemple. Le Togo est un exemple. Mais justement, si le Togo est un exemple, oui, comment expliquer que presque tous les résultats des élections au Togo, à part quelques-uns, ces résultats-là sont contestés? Est-ce que un seul parti ayant contesté les élections vous a apporté une fois une preuve?
une seule petite preuve. Est-ce que c'est pas aussi facile de demander les preuves, puisqu'on sait très bien que pour l'achat des consciences, pour par exemple le changement des résultats, le traficotage et ainsi de suite, les influences, il est difficile d'apporter des preuves. Non, non, il n'est pas difficile d'apporter des preuves. Mettez des gens pour surveiller tel jour. Mais aujourd'hui, tout est possible. Vous avez votre cellulaire en main, vous voyez que des membres de partis politiques sont en train de faire des distributions de je ne sais pas trop quoi à partir. Mais vous photographiez. Vous photographiez. Vous apportez ça. Et de plus en plus, même les photos prises par les appareils choses sont prises en considération dans les tribunaux. Vous le savez très bien. Dans le procès en Côte d'Ivoire, plutôt au Burkina, bon, il paraît qu'on a écouté des conversations par WhatsApp de deux ministres de deux pays différents. Ben, c'est un document qui sera produit au tribunal. Non, il faut se préparer aussi à traquer ceux qui font des achats de conscience. Mais, par exemple, au Sénégal, c'est ce que nous avions remarqué au Togo, on vous donne les bulletins de tous les participants et on vous dit, allez voter, ramenez-nous les bulletins des autres. Si vous les ramenez, on vous paye. On vous paye. C'est pourquoi au Togo, nous avons refusé et décidé du bulletin unique ou la mort. Oui, mais en fait... Vous vous souvenez de ce même cela ne garantit pas que des élections soient justes et non contestées dans le contexte. Bien sûr, qu'est-ce qui n'est pas contesté quand il s'agit des hommes? Donc même au Ghana, allez demander à l'autre président là s'il est totalement satisfait des résultats. Comment il s'appelle, le prédécesseur du président Nana Akufo-Addo. Et poser la question au Mali, poser la question le Sénégal qui est considéré comme le pays de la propriété, de la transparence. Ben, que pensent les adversaires de Macky Sall des résultats de ces élections? Cela veut dire tout ça. Même aux États-Unis, allez demander à Hillary Clinton. Mais pourquoi non, mais en fait, pourquoi est-ce que certains Africains tentent de faire des comparaisons qu'on ne doit pas faire? Pourquoi vous citez les États-Unis? Oui, parce que ces pays sont considérés comme les pays de l'excellence en matière électorale. Si déjà, même à ce niveau-là, on peut contester, les hommes contestent toujours. Oui, c'est rare. Mais on conteste pas les mêmes choses. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est totalement différent. Non, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? C'est la contestation. Oui, mais c'est la contestation, je suis d'accord. Oui, c'est la contestation. Hillary Clinton considère qu'il y a eu achat de conscience. Et en Afrique aussi, nous considérons qu'il y a achat de conscience. Maintenant, la preuve, le bourrage des urnes dont on parle. Où ça? En Afrique? En Afrique, le bourrage des urnes, personne. Est-ce qu'on bourre les urnes également aux États-Unis? Non, ils en sont à l'élection électronique. Vous voulez qu'on bourre... non, je pose la question, puisque c'est vous qui faites la comparaison. Non, je fais la comparaison à un certain niveau. C'est-à-dire la contestation pure et simple. Hillary Clinton conteste. Et d'ailleurs, ça se continue, puisque les enquêtes continuent. Et un rapport vient d'être déposé qui prouve que... Les enquêtes continuent parce que... Le grand pays des États-Unis s'est mis en complicité avec un autre État pour fausser les élections aux États-Unis. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Quand on parle de l'intrusion russe dans le processus électoral américain, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans nos pays. Mais dites-moi un peu ce qui se passe et dont vous parlez. Si je me rappelle l'histoire de Pedro et de Tafa Tabiou pour la proclamation des résultats, c'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça? Et en tant que vice-président à l'époque, je me porte totalement en faux pour ce qui s'est dit lorsque Amouzou était dans la salle
Monsieur Tafa Tabiou, lorsqu'il lisait le résultat, a eu un chat dans la gorge. Et il a titubé, il a demandé de l'eau. Parce que quelqu'un qui lit a manqué une phrase, est revenu là-dessus, ça suffit pour dire qu'il y a eu tricherie. Soit. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Soit, il se peut qu'il y ait... Est-ce que c'est ce que Pedro Mais c'est ça. Bon, alors là, si je ne le sais pas, dites-moi de quoi Pedro parlait. Est-ce qu'il ne devait pas avoir une concertation entre vous avant que les résultats ne soient proclamés? Est-ce que c'est pas de cela qu'il s'agissait? Concertation entre qui et qui? Ceux qui étaient membres de la commission. Puisque Pedro dénonçait, je crois, un unilatéralisme du président à l'époque. Quel unilatéralisme? Tout le monde était au courant du résultat. Mais au lieu de quitter la CENI pour aller concocter un autre résultat avec l'ANC quelque part ailleurs, mais ils étaient absents de la salle. Ah oui, ils préparaient un autre résultat. Absolument. Mais l'ANC a fait une autre proclamation. Vous n'étiez pas au courant? Non, mais je n'étais pas au courant. Ah, si. Là, je n'étais pas au courant. Et d'ailleurs, c'est ce qui vaut la sanction que nous avions prise contre les membres de l'ANC qui ont quitté la CENI au moment où nous étions en train de légalement concocter les résultats dans l'institution que la loi prévoit pour organiser et superviser les élections. Ces messieurs, membres de la CENI, ont cru devoir quitter la CENI, aller se mettre avec leur parti d'origine pour concocter un autre résultat. Est-ce qu'on s'achemine vers de nouvelles élections avec des contestations au bout ou aujourd'hui serait meilleur à ce qui s'est passé jusqu'à présent au Togo? Vu l'état d'esprit qui prévaut actuellement avec cette nouvelle assemblée, où, comme je le dis depuis un certain temps, on va avoir des partis politiques qui sont là et qui savent que ce n'est pas pour se boxer, ce n'est pas pour se mettre en posture d'affrontement, mais d'arriver à obtenir des résultats, puisqu'il s'agit d'obtenir des résultats pour mettre des hommes et des femmes qui vont travailler pour leur pays. Je considère que dans cette assemblée, on aura des débats civilisés et que pour un oui ou pour un non, je ne vois pas quel parti politique va se précipiter dehors pour aller plutôt faire du bruit dehors que de s'exprimer à l'intérieur. Vous parlez de la sérénité à l'Assemblée nationale. Ma question, c'est sur la Commission électorale nationale indépendante, la nouvelle composition avec la présence d'un représentant du CA et aussi d'un représentant de Hadi. C'est pour beaucoup d'observateurs la surprise de la semaine. Oui, c'est une surprise quand on sait que depuis les élections, les membres de la C14 disent que ces élections n'en sont pas, qu'ils ne considèrent pas qu'il y ait eu élection, et que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui sont plutôt nommés par le pouvoir unir. Et aujourd'hui, les voilà, cette Assemblée qui n'a aucune qualité d'Assemblée, aucune légitimité, aucune légalité même, voilà qu'ils viennent se soumettre à cette Assemblée pour pouvoir aller à... C'est plutôt de l'enfantillage. Le système C14 et tout ça, c'est de l'enfantillage. Pour moi, la C14 ne représente rien du tout. Est-ce que c'est pas trop fort? Non, je mesure, mais moi, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. La C14 est un assemblage, un collectif de leaders de partis politiques. Ce n'est pas une coalition de partis politiques. Et je vais vous dire pourquoi. Si je les prends, l'ANC, pour moi, est un parti semi-national. Hadi, un parti régional. Le CAR, un parti semi-national. Le FDR, un parti régional. La CDPA, un parti élitiste.
Le PNP, je ne sais même pas où les classer, c'est un feu follet. L'UDS Togo, un parti unipersonnel, je ne sais pas, enfin, c'est papa, maman, la bonne et moi. Le PSR, un parti unipersonnel. Le Togo, autrement, un parti unipersonnel. La DSA, c'est un parti régional. MCD, parti régional. Les démocrates, parti unipersonnel. Parti des Togolais, un parti localisé. Santé du peuple, un parti localisé, parce que je ne sais même pas si je peux les mettre dans un quartier ou je ne sais pas. Non, mais en fait, le classement que vous venez de faire, oui. Mais ce sont des gens qui ont réussi à mettre des centaines de milliers de personnes dans les rues de Lomé. C'est faux, archi faux. Non, mais en fait, mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux votre réponse. Je dis encore, c'est faux, archi faux, et je m'explique. Oui, allez-y. Il faut considérer ce collectif de leaders sont porteurs de préoccupations que nul ne peut nier. Et la préoccupation, c'était le mandat présidentiel. Ben ça, tous les Togolais sont intéressés à cela. Donc, lorsqu'ils demandent au ministre de l'administration territoriale à pouvoir aller dans la rue, bon. Mais ils offrent un tremplin plutôt à des groupements sociaux qui eux aussi ont des revendications. Ce que nous voyons dans la rue, c'est une agglomération de revendications, c'est tout. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des gens dans la rue? Il y a eu des gens dans la rue, et je vous dis que c'est pas pour la C14. C'est pour qui alors? Mais c'est pour les groupements sociaux. Oui, mais pourquoi est-ce que l'Union des forces de changement n'a pas fait la même chose? Mais justement, l'Union des forces de changement considère que les marches, dont elle s'est fait championne par le passé et sur plusieurs années, l'Union des forces de changement a considéré mûrement que ça n'apporte absolument rien. Lorsque vous criez dans la rue, le pouvoir est réuni et travaille en sérénité et ne sait même pas de quoi vous parlez. C'est comme la vie d'un couple. Parce que je considère que le pouvoir et l'opposition sont comme un couple. Si l'opposition, vous ne vous approchez pas du pouvoir, si vous ne faites pas du lobbying vers le pouvoir, vous pouvez avoir de bonnes idées pour le peuple, mais ils n'entendent pas. Bien, merci. Nous allons dans quelques instants permettre aux auditeurs de vous poser également leurs questions sur nos deux numéros. Le temps d'écouter un spot. Plus que des auditeurs, vous êtes nos partenaires. 105.5 FM. Spéciale promotion à Canal Optique. Cette année, vivez notre fête Chine du 27 mars au 27 juillet. Bénéficiez de l'offre spéciale indépendance à votre lunette de riz. Tenez une paire de lunettes achetées, une paire offerte à tous les natifs du mois d'avril depuis 1960 à ce jour. Par ailleurs, une remise exceptionnelle. Le numéro de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Les deux numéros et nous avons un premier auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Rochelle. Oui, allez-y. Oui, d'accord. On veut faire avec vous. Oui, posez votre question. D'accord, ok.
j'aimerais demander à l'invité maintenant qu'il est à la CENI, quelles sont les dispositions prises et le chronogramme pour les élections locales, parce que les Togolais attendent de faire ces élections pour pouvoir permettre aux activités dans le pays de démarrer. Que maintenant, nous sommes des opérateurs économiques, on peut se prendre pas. Bien, merci. Merci beaucoup. Vous êtes à la CENI, vous n'avez pas encore prêté serment, n'est-ce pas? Oui, on n'a pas encore prêté serment. Ça se fait quand? Très bientôt, je crois la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une idée du chronogramme qui va mener votre institution vers l'organisation des élections locales et puis plus tard vers la présidentielle? Mais justement, c'est lorsque cette CENI sera mise en place, et immédiatement, la CENI va dérouler son chronogramme. Et qu'est-ce qu'on appelle chronogramme? C'est-à-dire que nous allons évaluer le temps qu'il nous faut pour réaliser ces élections dans de bonnes conditions. Et ayant toutes les dates, maintenant, le temps, donc nous en faisons part aux autorités qui, en considération d'autres paramètres, nous disent que telle date, hein, même le temps de pluie, etc., tout cela est mis en compte parce qu'il faut quand même que les électeurs n'aillent pas patauger dans la boue ou autre. Donc, c'est pour dire qu'il faut d'abord que la CENI s'installe, que immédiatement nous démarrons le chronogramme, et le chronogramme, c'est le temps qu'il nous faut pour réaliser tout ce qu'il faut pour... Toutes les tâches inhérentes à votre Absolument. existence. Une question d'un auditeur qui nous regarde sur notre page Facebook, c'est de Noël Ekoué. Il demande à savoir qui est le chef de file de l'opposition. J'ai quand même une réponse à lui donner, mais c'est la question que vous avez adressée. Oui. Alors, selon la loi, le chef de file de l'opposition, c'est le chef du parti qui a obtenu au sein de l'opposition le plus grand nombre de sièges. Et à l'occasion, c'est l'UFC qui est le premier parti de l'opposition ayant eu le plus grand nombre de sièges. Donc, c'est le président de ce parti, l'UFC, qui est le chef de file de l'opposition. La question, c'est de savoir, c'est qui? C'est J-Christ Olympio? Ben, l'UFC n'a pas de chef. C'est J-Christ Olympio qui est le chef. Mais je pose la question parce que on se souvient, J-Christ Olympio a annoncé sa retraite politique. Les Togolais ne comprennent pas. Est-ce que cette retraite, il a mis fin? Il est revenu? Parce que ça aussi, c'est un débat. Non, cette histoire de retraite, bon, ce sont certains de ses collaborateurs qui peut-être se sont mépris et ont utilisé ce terme, mais si vous voyez dans la déclaration de M. J-Christ Olympio, il n'a pas parlé de retraite, mais il a dit qu'il est temps de mettre les jeunes au devant des activités du parti et que les anciens les encadrent. Mais quant à sa personne, il n'a jamais été question qu'il se départisse du parti. Bon, lorsqu'on met les organes d'un parti, c'est pas le chef qui est toujours à la manœuvre. Il y a le premier vice-président, le deuxième, etc., etc. Lui, il n'interviendra que pour les décisions vraiment importantes. Nous avons une question depuis Paris de Gilles Yaoui Soussavi. À quoi c'est le titre de chef de file de l'opposition? C'est également une question qui vous est adressée. Ben, il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce que, vous voyez, en face du président de la République, chef de l'exécutif, vous avez une nouvelle institution qui permet au chef de l'opposition d'être considéré, d'être entouré d'un certain nombre de considérations, de préférences et autres, d'avoir un encadrement digne de ce nom pour étudier, analyser les affaires du pays et de pouvoir en parler
avec le président. Et la mission principale du chef de file de l'opposition, c'est de rassembler les siens, les membres de l'opposition, de les écouter, sur certains sujets, d'écouter les positions des uns et des autres, et d'être cette courroie de transmission vers le chef de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous criez dans la rue, le pouvoir n'entend pas. Mais lorsque vous êtes assis à table et vous passez le message, oui, il entend. Pour Jean-Pierre Fabre, cela a été une mission très difficile. Pour J-Chris Olympio, est-ce que cela ne va pas être aussi une mission difficile ou presque impossible? Vous savez, rassembler notamment. Vous savez, non, Fabre s'est refusé à rassembler qui que ce soit. Il l'a dit en tête. Ce que j'aime chez le président Fabre, c'est que il est clair, net et précis. Il n'a pas double langue. Si ça lui plaît, il dit ça. Il a dit non, 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 non à plusieurs choses 50 000 fois et ça ne l'a pas gêné. Au moins, avec lui, on sait ce qu'il veut et là il va. Donc, en son temps, il considérait qu'avec son cap 2015, il n'a pas à aller s'emmerder, excusez du terme, avec qui que ce soit. Surtout après les expériences qu'ils ont connues de Arc-en-Ciel, CST, et FRAC et autres. Bon, aller rassembler les hommes. Et puis, il faut avoir un esprit de rassembleur. Il faut avoir un tempérament de rassembleur. Si vous pensez vous suffire par vous-même, qu'est-ce que vous allez chercher chez les autres? Mais J-Chris Olympio, qui est un homme ouvert, un homme d'accessibilité très aisée, a toujours cherché à rassembler les siens. Et alors maintenant, ce travail qu'il faisait de façon non officielle, il aura à le faire officiellement. Et déjà, la tâche lui sera d'autant plus facile que certains des membres de l'opposition viennent le consulter. Même tout récemment, dans le cadre du dialogue qu'il y a eu, à Accra, certains sont passés le voir, ont sollicité ses avis. Donc aujourd'hui, ce travail devient officiel et d'ailleurs, pour être à notre aise, nous avons souhaité ne pas être au gouvernement parce que cette tâche est très importante, surtout au Togo où deux frères, lorsqu'il y a la politique, alors là, on devient des ennemis. La haine guide beaucoup les rapports entre Togolais quand il s'agit de politique. Ce que les Togolais souhaitent, c'est de voir demain J-Chris Olympio faire la paix ou appeler Jean-Pierre Fabre et les siens, puisqu'on sait très bien également sur le terrain ce que représente Jean-Pierre Fabre et les siens. C'est déjà presque fait, bien. Sinon ça a toujours été fait. Nous allons prendre un deuxième auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Oui, on vous appelle comment? Oui, on vous appelle comment? Oui, Coco, allez-y. Oui, votre question. Je vais poser des questions à M. Maître Romao. Il vient de nous dire que lors de la présidentielle de 2015, le vice-président de la CENI était sorti pour aller comporter une étude résultat avec son parti. Maître Romao. La dernière fois aussi, on nous avait dit que lorsqu'on avait saisi les portraits de l'USC au César, les membres de l'USC nous disent à ce temps maintenant que c'était un autre résultat que les gens fabriquaient. Je voulais savoir la métier, la conscience. Est-ce que vous faites la politique au nom du Togo, ou vous faites la politique pour vous-même? Est-ce que vous êtes à l'extérieur et que vous acceptez des faux résultats et vous venez nous dire que les gens sont fabriqués eux-mêmes un autre résultat? Qu'est-ce que vous faites pour le Togo? Secondo, la dernière fois aussi, vous expliquez sur les antennes les obligations du chef de file de l'opposition et vous avez dit que lors des cérémonies officielles ou des filles sont dans le temps du pays, les lieux officiels, on doit voir le chef de file à côté du chef de l'État. Je voudrais savoir, la dernière fois, lors du lancement du PND, pourquoi on n'a pas vu la présence du chef de file de l'opposition depuis 2002 à ce moment-là?
Bien, merci pour les deux questions, cher ami Kokou. Maître. Oui, enfin, j'avoue que je n'ai pas très bien compris là où allait notre cher ami. Il parlait de... Il me pose la question de savoir si je travaille pour le pays, si... Enfin, bon, si lui sait qu'il travaille lui pour le pays et qu'il considère que je travaille pour moi-même, c'est une question qu'il me pose, certes, mais un homme politique arrive, vous permettez de lui poser la question s'il travaille pour le pays. Non, mais vous avez la possibilité de lui répondre. Non, je préfère ne pas répondre. Okay. La deuxième partie de la question. Lui-même n'a qu'à tirer la les deuxième conclusions. partie de la question concerne le chef de file de l'opposition. Bon, le chef de file de l'opposition... Il n'était pas au lancement du PND. Oui, il n'était pas au lancement du PND. D'abord, le décret devant consacrer ce titre n'est pas encore pris. Il est en cours. Et puis, M. J-Chris Olympio n'était pas au Togo. Il est arrivé il y a à peine 2 ou 3 jours. Il n'était pas au Togo lorsque cette grande cérémonie a eu lieu. Mais M. J-Chris Olympio était dûment représenté et avec une très forte délégation. Donc, je crois que c'est ça qui est le principal. La personne physique du président, c'est l'autre chef de file de l'opposition, non seulement il se refusait d'être physiquement présent, mais même se faire représenter, il trouvait qu'il n'en avait rien à se cirer. Mais quand on vous écoute parler de Jean-Pierre Fabre, et on ne sait pas si vous avez des mots relativement durs à son endroit. Vous avez des problèmes personnels? Non, pas du tout. Nous sommes des frères qui se connaissent et nous sommes jumeaux, eux aussi le sont. Le Jean-Pierre, Jean-Claude qu'il porte, nos mamans sont des amis et ils se sont passés le mot de Jean-Claude Jean-Pierre. Et le Jean-Claude, qui est un pasteur, lorsque Bob Akitani a été malade et que je l'ai transporté en France, la personne que j'avais à côté de moi pour compris, c'est Jean-Claude Fabre. Donc, on se connaît très bien. Bien, merci. Et votre second, Jean-Pierre, il est où? Ben, il est un peu souffrant. Sinon, il était à la Hague. Il a fait un mandat de 5 ans à la Hague. Nous avons des questions puisque nous sommes écoutés et regardés un peu partout dans le monde. Du côté de Nantes, nous avons la question de Elvis Kao, l'ANC qui est le fils de l'UFC, a traversé des difficultés et aujourd'hui c'est la coalition des 14 qui traverse également des difficultés. Est-ce que la situation vous fait rire ou vous fait pleurer? On ne peut pas rire de situations qui ont entraîné des morts, des blessés, qui ont impacté l'économie togolaise. Des hommes d'affaires ont préféré quitter le pays. Le Togo fait peur aux investisseurs alors que tout un travail avait été fait pour qu'il en soit autrement. Si vous voyez, ne serait-ce que les infrastructures immobilières ou routières, on voit que le pays a avancé. Donc, ça ne peut pas faire rire. Du tout, du tout. Surtout quand il apparaît que les enfants du Togo ne peuvent pas s'asseoir à une même table et bavarder, et qu'il faille aller chercher des voisins. Bon, c'est une bonne chose. Mais ce que les voisins sont venus faire, je crois que les Togolais eux-mêmes peuvent le faire. Et vous avez vu que tout récemment, des frères togolais sont allés au palais de la présidence. Ce palais nous appartient à nous tous, c'est notre maison commune. Donc, ils sont allés dans leur maison commune pour bavarder avec le locataire de cette maison et pour parler non pas de leur personne, mais des affaires du Togo.
Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kolani. Oui, Kolani, vous êtes en direct, allez-y. Ah, ok. Je salue notre invité. Oui, il vous écoute. Ah, ok. Moi, c'est ceux qui sont élus pour la CENI. Nous avons pensé que, au moins, on devait prendre CPP ou la clé qui a eu la chance d'aller à ces élections. Et je ne sais pas sur quelle base a dit Caron été élu. Ça, c'est une parenthèse. Deuxième, il dit qu'il est à la CENI, ça fait bientôt 10 ans. C'est une bonne chose. Les élections passées, il y a eu les mineurs qui ont été dispensés. Et ils ont reconnu ça. Ils ont fait sortir ces mineurs. Le président de la CENI a dit qu'ils ont sorti des mineurs. Je ne sais pas quelle alchimie ils ont fait. Maintenant, pourquoi on n'a pas interpellé ceux qui ont recensé ces mineurs pour qu'on puisse les chasser, puisque on ne peut pas comprendre qu'on a dit de ne pas recenser les mineurs et les opérateurs connus que vous avez, les opérateurs de saisie que vous avez recrutés, qui sont payés par l'agent du contribuable, on n'arrive pas à les interpeller pour la question pourquoi vous avez recensé ces gens-là. Sinon, si ça se répète, c'est quelle république nous sommes en train de construire? Surtout que lui, il est là-bas il y a longtemps. Et il dit que les Ghanéens, les Togolais, il ne sait pas quelle, je ne sais pas morphologie nous avons. Tout le monde veut ce qui est bien. Et pourquoi on laisse continuer cette impunité-là? C'est ce qui fait que ça continue. Bien, merci pour votre réaction. Oui, je remercie l'auditeur qui a touché du doigt une question importante. Ce que je dois lui dire d'abord, porter le rectificatif. En aucun cas, en aucun moment, le président de la CENI n'a dit qu'on a dénombré 36 000 fraudeurs ou quoi que ce soit. Le problème qui s'est posé surtout, ce sont les doublons. Effectivement, les doublons, il y a également des mineurs. Lorsque l'on fait le processus électoral, et j'ai dit tout à l'heure que l'on obtient la carte d'électeur main à main. Ce qui se passe, ce qu'on a remarqué, il y a deux types de doublons. Il y a un pour la forme, c'est-à-dire qu'un électeur qui se fait enrôler dans un milieu électoral, qui trouve que sa photo n'est pas bonne, elle n'est pas belle, et qui va refaire ses photos 1000 fois pour avoir la carte où sa photo est la plus belle. Bon, ça arrive souvent, mais ce qu'il y a, c'est que pour ces choses-là, il y a le système qu'on appelle le système AFIS. Donc, toute carte ou tout enrôlement qui présente des similarités sont confondus, mis ensemble. Soit par la détection digitale, soit au creux de l'œil, soit le faciès, qui permet tout de suite de détecter, surtout si ce sont les mêmes noms et si ce sont les mêmes identités. Tout de suite, on détecte, on sait que la personne a cherché à avoir la plus belle photo ou la plus belle carte possible, et on annule tout et on prend le dernier enrôlement est pris en compte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes, des électeurs qui ont cherché à frauder. Mais là aussi, bon, qu'il y en ait 10 000 la question de l'auditeur, c'est... Mais je vous explique. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne punit pas? Mais pourquoi on ne punit pas? Ben, tout cela peut être remis à la gendarmerie, mais l'essentiel, c'est que toutes ces cartes-là sont détruites et la personne qui a cherché à frauder ne peut rien en faire parce que son nom ne figurera jamais sur aucune liste. Maintenant, quelqu'un
qui est venu voter à Djarpanga et qui a essayé de frauder, bon, et certains, par exemple, je prends l'exemple de Lomé, certains quittent le nord de Lomé et viennent voter ou se faire recenser au premier arrondissement parce qu'il y a peu de nombre. Bon, c'est là-bas qu'il s'est fait enrôler. Alors que lui-même, il habite à Dido Gomé ou autre. Non, est-ce que vous comprenez un peu l'inquiétude de l'auditeur? Non, je comprends l'inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'on a détecté quelque chose. Maintenant, il faut poursuivre. Mais la poursuite est très difficile. C'est pourquoi je vous dis que l'identification de la personne, vous la ferez comment? L'essentiel, c'est que cette carte-là ne passe pas pour impacter ou fausser la liste. Comment alors construire une tradition électorale en Afrique, et notamment au Togo, propre? Parce que quand on se réfère aux grands pays, vous citez tantôt les États-Unis, mais j'avoue quand même que dans ces pays, il ne viendrait pas à l'idée de certains électeurs d'aller voter 2 ou 3 fois. Donc, comment faire? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en savez? En fait, je sais beaucoup de choses par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez tous les détails et les dédales, ce qui se fait derrière le rideau? Comment construire une tradition électorale dans nos pays sans tâche ici, on nous dit tout simplement le résultat qu'il y a eu. Mais tout ce qui est derrière le rideau, vous le savez, vous? Est-ce que vous voulez dire qu'aux États-Unis, quelqu'un peut voter 2, 3, 4 fois? Mais pourquoi pas? C'est vrai? Ah bon? Mais il y a des tricheurs, il y a des bandits, il y a des tueurs, il y a des... Que par exemple des mineurs soient enregistrés. Mais pourquoi pas? Ah bon? Mais pourquoi pas? Mais l'essentiel, c'est de mettre la technique en place pour détecter et dérouler tout. Mais les hommes sont ce qu'ils sont sur toute la planète. Non, mais en fait, ils sont très en avance sur nous, puisque moi aussi j'ai étudié un peu l'histoire politique américaine, et je sais que dans ces pays, il y a une tradition qui réserve très peu de place à la Algérie. C'est une question de formation et de mentalité. Nous allons insérer le 4e auditeur. Allô? Et de civisme. Parce que... Allô, bonjour. Ça aussi. Bonjour, M. Pierrot. Oui, on vous appelle comment? Aïvi. Oui, Aïvi, allez-y. Oui, bon, j'aimerais demander à votre invité s'il estime que le nouveau chef de file de l'opposition réussira là où l'ancien, comme il aime le dire, a échoué. Bah, l'auditeur, on l'a perdu. On l'a perdu, cet auditeur. Est-ce que rapidement on peut insérer un autre? Si on ne l'a pas, il y a une question de Sylvanus qui nous regarde quelque part dans le monde. Votre champion, c'est ça la question, votre champion Gilles-Christ Olympia, est-ce qu'il est partant pour 2020? Quand c'est dit comme ça, sans doute qu'il fait allusion à la présidentielle. Oui, il est partant pour 2020, malgré son âge avancé. Vous savez aujourd'hui que, bon, ce n'est plus une question d'âge, c'est une question de tête. Il a toute sa tête, il raisonne. La preuve, c'est que il est très consulté, même au pays, de par l'accord UFC-UNIR, le chef de l'État. Il n'a jamais eu un accord UFC-UNIR. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais ça a été signé quand, UFC-UNIR, cet accord? Le 10 mai. Le 20 mai 2010. Il n'existait pas UNIR à l'époque. Oui, mais il y avait eu un accord RPT-UFC. Oui, mais cet accord était surtout destiné à mettre ensemble 2 hommes pour pouvoir travailler à l'apaisement dans ce pays. Oui, la question de l'auditeur à propos de Gilles-Christ Olympio, est-ce que vous voulez dire qui sera candidat en 2020? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui le lui interdit? Non, je sais. Le code, la constitution actuelle ne
il n'y a pas de limite d'âge. Oui, dedans. je sais, rien ne lui interdit cela. Ouais. Puisque certains ont déjà annoncé l'intention de briguer la magistrature suprême, c'est pourquoi je pose la question. Donc, Gilles-Christ Olympio pourrait être candidat en 2020. Mais bien sûr, pourquoi pas. L'auditeur, on l'a maintenant. Nous aussi, nous avons notre champion. Ok, allô? Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. C'est Taoufik. Taoufik, allez-y. Est-ce que l'accord UFC-Uni là est toujours en vigueur? Bien, mais. Et pourquoi depuis que vous avez signé cet accord, vous nous avez promis que dans 6 mois que vous allez faire les réformes, vous allez faire tout et puis le Togo va aller. Et vous allez réunir tous les Togolais et il y aura la cohésion nationale. Et puis nous constatons qu'aujourd'hui, les Togolais sont plus divisés qu'avant. Combien d'années l'accord là va faire encore avant de nous opérer les réformes pour que nous ayons finalement Bien, merci. l'unité nationale au Togo? Merci Taoufik pour votre question portant sur l'accord RPT. UFC, c'est vrai qu'il y avait quelque part mentionné 6 mois et on a beaucoup épilogué là-dessus. Ça fait quand même bien longtemps que cet accord a été signé. Finalement, où en est-on? Ben, vous voyez, je suis très heureux que cette question soit posée parce que il est temps qu'on dise à nos concitoyens ce qu'il en est. D'abord, pour qu'on en arrive à cet accord-là, je dois dire que c'est en 2005, après les événements sanglants de 2005, que le président Faure a jugé utile de rencontrer le président Gilles-Christ Olympio, 2 hommes disposés pour la paix au Togo, et j'espère que le prix Nobel de la paix leur sera accordé. Non, mais est-ce que là, vous n'exagérez pas? Mais pourquoi? Ils ne le méritent pas? Le prix Nobel de la paix? Ils ne le méritent pas. Non, mais en fait, je vous pose la question parce que j'ai l'impression le prix Nobel de la paix, il faut avoir des cornes sur la tête pour l'avoir. Il faut avoir contribué pour la paix. Voilà. Et au Togo, ce pays où d'invectives, d'injures, d'affrontements. Et d'ailleurs, il y a une prière de l'Église catholique qui demande de faire la paix. Et voilà qu'une paix s'est réalisée entre 2 familles, on n'aurait jamais cru, entre la famille Nyasingbe et la famille Olympio, et les enfants de ces 2 hommes qui se sont affrontés, aujourd'hui, se serrent la main, se visitent, et les Togolais trouvent que ce n'est pas bon. Alors, pour répondre à la question, je disais que le président Faure, qui voulait certainement la paix, après les durs événements sanglants de 2005, a tout fait pour rencontrer le président Gilles-Christ, et cela par l'intermédiaire de l'association Santé d'Idéo, et la rencontre s'est faite à Rome. 2 délégations, ils ont mis tout à plat les différends entre l'UFC et le RPT. C'est les 2 partis qui comptent au Togo et qui continuent de compter au Togo, n'en déplaise à certains. Donc, le président Faure et le président Gilles-Christ Olympio aussi, l'homme disposé pour la paix, ils se sont vus avec leur délégation, et j'aime autant dire que autour de Gilles-Christ Olympio, il y a ces lieutenants permanents, Fabre et Patrick Lawson, et le président Faure, c'est lieutenant Nachaba, le conseiller Barquet et Tuti Kwanti. Donc, ils se sont vus et ont décidé de se voir pendant de 2005 à 2010. Donc, pendant 5 ans, c'est 2 délégations. Ça, c'est l'histoire. Oui, mais Relativement, les Togolais... Non. Les Togolais savent ça. Non, ils ne savent pas. Parce qu'on a... Non. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Parce qu'on raconte trop de bêtises. Donc, ils se sont vus. Et ils ont convenu de s'entraider, de se mettre ensemble, d'abord pour la paix. Parce que, qu'est-ce qui caractérisait les relations entre ces 2 partis politiques? C'est l'affrontement.
il y a eu des morts, il y a eu des blessés, hélas. Donc, ils ont convenu de la paix. Et ensuite, de pouvoir réaliser un accord dans lequel cette paix serait concrétisée, mais pour aller au-delà de la paix, une situation qui n'existait pas et qui ne s'imposait pas au président Faure, à savoir le mandat présidentiel à reformuler. Pourquoi voulez-vous que le président Faure reformule le mandat présidentiel? Il est venu trouver une constitution dans laquelle il est mentionné le président de la République est élu pour 5 ans, point, mais là, à la ligne. Est-ce que vous répondez à la question? Mais si. Non, mais en fait, pourquoi vous parlez du mandat du président Faure? Non, je réponds à la question. L'auditeur était clair. L'accord LPT-UFC, quelque part, il était mentionné. Je dis que après, cette question me permet d'éclaircir sur l'accord, parce que l'auditeur même ne connaît rien de l'accord. L'accord, s'il vous plaît, j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà dit tout à l'heure, pour répondre, que l'accord existe bel et bien, et qu'il s'agissait d'un accord. Est-ce que finalement cet accord n'est pas mort? Non. Et pourquoi je poursuivais, c'est que il y a eu un comité de suivi qui a été mis en place à la suite de l'accord, qui est parvenu à trouver trouver quelque chose sur le renouvellement du mandat présidentiel, une formulation très simple. Le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une fois, le mode de scrutin 2 tours, et même s'est permis d'aborder le type de régime présidentiel, de régime, à savoir le régime présidentiel. C'est pour répondre à ceux qui disent que cet accord n'est pas parvenu aux objectifs fixés. Et quand ils sont arrivés à la formulation et que le président Faure a convenu qu'on pouvait limiter le mandat, parce que rien ne l'y obligeait. Finalement, c'est votre réponse à la question qui a été posée par l'auditeur. Mais il y a des questions qui sont envoyées d'un peu partout. Il y a par exemple cette question-là. Vous êtes à la CENI. On sait qu'aux dernières élections, les législatives, beaucoup de Togolais ne s'étaient pas fait enrôler. Est-ce que des Togolais se feront enrôler avant les locales? Je voudrais poser la question, pourquoi ils ne se sont pas fait enrôler? Ça, c'est de l'histoire, vous le savez. Non, ça fait partie aujourd'hui de l'histoire du Togo. Non. Et la question, c'est de ce n'est pas à eux de faire la pluie et le beau temps. Non, la question, c'est de savoir. Il y a un État qui dirige, qui a fixé, d'après la Constitution, et d'ailleurs, ce n'est même pas le Togo, parce que les facilitateurs, puisque les Togolais ne pouvaient pas se mettre eux-mêmes à une table et convenir de ce qui est bon pour eux, on a fait appel à des facilitateurs qui ont fixé la date des élections, en conformité avec la Constitution. Quand ils sont venus et qu'ils ont vu que la Constitution togolaise prévoyait des élections législatives pour 2018, ça a été presque imposé. La date du 20 décembre ne vient ni du gouvernement togolais, ni de l'opposition. Est-ce que vous répondez à la question? La question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir de nouveaux enrôlements. Mais oui ou non? Non. Oui, en fait, non. Oui ou non, les gens ne comprennent pas. Les Togolais ont besoin d'être replacés dans le cadre. Oui, c'est vrai, les Togolais ont boycotté, certains avaient boycotté. Pour que, oui ou non, mais il faut qu'il y ait, au moment de se recenser, ils ne se sont pas recensés. Mais nous sommes dans un pays de droit. Ce n'est pas à leur guise, c'est pas à leur guise qu'on refuse d'aller se faire recenser et que le jour où ça leur plaît, on va remettre. Vous savez, la 3e mouture du recensement, vous savez combien ça a coûté au Togo? Non, mais en fait, 1,5 milliard. Les Togolais n'ont pas besoin forcément de savoir cela. La question, ah bon? Oui, mais Et ils ont besoin de savoir comment ils dépensent de l'argent inutilement. Ils gaspillent de l'argent inutilement. Que la C14 a gaspillé inutilement 1,5 milliard en refusant aux militants togolais d'aller... la C14. Quel est le rapport avec la C14? Mais c'est le groupement
politique qui a demandé non seulement de ne pas, et même s'est mis dans la posture d'empêcher la campagne, d'empêcher que le scrutin ait lieu. Ou bien vous ne le savez pas? Non, mais en fait, quand vous faites le rapport, moi, je suis surpris, puisque quand vous parlez du gaspillage, et vous évoquez... Mais oui. Et maintenant, vous me demandez, est-ce que c'est possible qu'ils reviennent, après avoir gaspillé 1,5 milliard millions? J'ai une question d'un auditeur. Il parle de démagogie. Est-ce que vous reconnaissez dans la description qu'il est en train de faire à propos de vos réponses? Je ne comprends pas. Il parle de démagogie, que votre intervention parle de la démagogie. Il est seul à savoir ce qu'il appelle démagogie. S'il développe, je pourrais lui répondre. Parce que le terme démagogie... Nous avons parlé de beaucoup de choses. Quelques questions encore, parce qu'il nous reste à peine 7 minutes. Le PNP, c'est ce que j'ai lu quelque part hier. Je ne sais pas. Quel est votre regard sur ce parti qui est quand même arrivé à faire bousculer le Togo ces derniers mois, et un peu comme l'Union des forces de changement il y a quelques années? Oui, non, mais j'ai failli avoir de l'admiration pour ce parti qui a pu soulever les Togolais, non pas pour les casses et autres, mais a fait prendre conscience aux Togolais, depuis le Togo, en passant par l'Afrique, en passant par l'Europe et les États-Unis, un même samedi 19 août, ah non, celui qui dira qu'il n'a pas été impressionné est de mauvaise foi. Nous avons tous été impressionnés, surtout qu'on ne s'y attendait pas, mais après, l'homme a disparu. Donc, c'est pourquoi j'ai classé le PNP dans les partis feu follet. C'est-à-dire, c'est un feu qui monte et puis le feu a disparu et même le leader, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors. Pour ce parti, on annonce de nouvelles manifestations. Est-ce que c'est des manifestations qui peuvent faire bouger les choses? Moi, je crois qu'au lieu de se manifester, si le président du PNP avait rejoint la délégation qui est allée bavarder avec le président de la République, je crois que ça nous apporterait beaucoup. Sur cette rencontre, quel est votre regard? J'ai l'impression que c'est une rencontre que vous appréciez. Absolument. Je considère que ça soit au Togo ou ailleurs, un parti de l'opposition. D'ailleurs, vous voyez que les Anglais sont plus intelligents que nous, parce que le parti politique de l'opposition a ce qu'on appelle le cabinet, le shadow cabinet. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes en préparation, ils ont un ministre de la Défense qui a de la tâche avec le vrai ministre de la Défense en fonction, etc., etc. On se prépare. Ce n'est pas dans la rue qu'on se prépare. Bien, merci. C'est en étudiant les dossiers. On a parlé de PNP, mais on annonce également... Et le PNP, a disparu, voilà. Moi, je leur recommanderais de laisser tomber cette marche ou cette agitation, de demander un rendez-vous auprès du chef de l'État et de lui faire connaître leurs préoccupations. Est-ce qu'il y a plusieurs partis qui ont déjà rencontré le chef de l'État, mais certaines questions posées à notre pays sont demeurées intactes, notamment la question des réformes politiques. On annonce aussi le retour de l'ancien ministre de l'Intérieur, Akilaï Soboko. Est-ce que c'est un retour qui peut dynamiser ou redynamiser le combat politique dans le pays? Bon, pourquoi? C'est un citoyen comme un autre. Parce qu'il a été ministre de l'Intérieur, mais il a été ministre de l'Intérieur de l'opposition ou bien ministre de l'Intérieur du parti au pouvoir. Moi, je le considère toujours comme membre du parti au pouvoir. Maintenant, si en tant que citoyen, parce qu'après il est devenu avocat, il a vécu aux États-Unis, donc son expérience s'est développée. S'il a des... peut apporter quelque chose à notre pays? Mais tout le monde peut apporter quelque chose. Tout citoyen, même les citoyens qui posent des questions là, il y a des questions intelligentes. Vous lisez un peu les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Tout l'espoir qu'ils suscitent au sein. Mais vous avez espoir de quoi? Donc, les Togolais, enfin, je ne sais pas quel est cet espoir, hein? Quoi, sur le plan formation, sur le plan de quoi? Ou le fait d'avoir été un militaire est devenu civil? Moi, je ne sais pas. On a, comment il s'appelle, l'homme du net aussi. Hein? Djaï Tama a été un militaire. Ensuite, il est devenu civil. Et je l'admire. D'ailleurs, chaque fois que je lui disais, mais je ne savais pas que les militaires
pouvaient faire de très bons raisonnements. Vous écoutez, vous ne jurez que par Jésus-Christ Olympio, puisque visiblement, et pour les autres, notamment le retour de Aklaï Soboko, vous écoutez, c'est un non-événement. Je ne dirais pas que c'est un non-événement. Un fils du Togo qui est resté à l'extérieur et qui pense que ce n'est pas à l'extérieur qui sera utile, mais à l'intérieur du pays, vraiment, il faut se féliciter de cela. Et nous lui souhaitons déjà un très bon retour chez lui. Et il n'y a qu'au Togo qui sera le mieux, parce qu'il pourra apporter quelque chose à son pays. Il nous reste 2 minutes. Vous habitez où? J'habite à Tokoin Hôpital. Tokoin Hôpital. Visiblement, certains Togolais qui nous écoutent en ce moment ont les pieds dans l'eau parce que notre pays a été le théâtre des orages ces derniers temps. En attendant la grande saison des pluies, le Togo s'essaie difficilement à vivre avec cette saison. Et que faire? Puisque chaque année, c'est un peu comme si c'est l'histoire qui se répète. Oui, que faire? C'est parce qu'on ne fait rien. Quelque chose qui se produit de façon saisonnière, les autorités ont tout le loisir de prévoir. Bon, il y a des gens qui sont dans des bas-fonds, il faut leur interdire d'être dans les bas-fonds. Il y a des gens qui ont construit sur des canalisations, il faut casser toutes ces maisons-là pour que les eaux de ruissellement puissent suivre leur cours et aller là où ils... Et le gouvernement, il faut le dire, moi... On a commencé à faire pour rassembler les eaux de ruissellement, on en fait un peu partout, mais encore faudrait-il qu'on fasse en sorte que toutes ces eaux qui pouvaient inonder les quartiers trouvent occasion de ruisseler. La Côte d'Ivoire, que je connais très bien, ils ont pris cette histoire à bras-le-corps, et ils n'ont pas encore tout à fait fini, mais ça a diminué les catastrophes, et puis surtout quand il y a mort d'hommes, alors là... La balle est donc dans les camps des autorités. Absolument. La dernière question, c'est que depuis quelques jours notamment, oui, les Togolais payent un peu plus cher l'essence, et on annonce que les Togolais vont payer un peu plus cher l'électricité, et beaucoup de Togolais disent qu'ils ne sont pas heureux. Je ne sais pas quelle est votre situation. Est-ce que vous êtes heureux? Non, pas du tout. Personne n'est heureux de payer cher. Mais, quand même, étant quelqu'un qui analyse, je sais que ces prix-là ne sont pas fixés au Togo, ils sont fixés à l'extérieur. Mais si le Togo ne peut pas prévoir l'augmentation, mais le Togo peut canaliser. D'abord, expliquer ça. Ils ont un devoir d'explication. Et puis, après, régler pour ce qui est des prix supplémentaires. Voilà. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes Jean-Claude Romao. Vous êtes élu à la Commission électorale nationale indépendante. Cette émission, elle s'achève. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Merci. Au revoir. Merci à Radio Pyramide. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.